Bah, Julien a fait l'introduction, donc on va parler data. Pourquoi? Parce que l'actualité data a été hyper chaude depuis ces dernières années, ça a beaucoup bougé. Et du coup, vas-y, tu peux enchaîner. Euh, Ce qu'il faut retenir des dernières années, c'est que le cadre technique et légal a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tous entendu parler de tout ce qui est réglementation RGPD, donc les protections des données personnelles, un projet de loi qui est parti de l'Union européenne et qui a du coup forcé les acteurs du web à modifier leur manière de collecter la donnée, mais c'est pas tout, c'est-à-dire qu'on avait déjà avant tout ce qui était ad blocker, tout ce qui était blocage natif dans les navigateurs comme Firefox et la fameuse mise à jour iOS 14, tout ça en fait réduit les possibilités de traquer les données. Et l'événement qui arrive courant 2024, c'est la fin des cookies tiers sur Chrome également. Et ça, c'est énorme parce que Google, c'est encore 90% des recherches en France. Donc forcément, ça va fortement dégrader les possibilités de traquer avec les cookies les navigateurs. Mais du coup, il y a d'autres manières, donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Tu peux passer si Ouais, tu dis-moi. veux. Ouais, pardon. Euh, ouais. Donc cette slide, elle est là pour vous faire peur. Moi, j'ai pas dormi de la nuit quand je l'ai vu la première fois. Ça montre en fait la chute du volume de données qu'on peut traquer via les méthodes classiques. Et donc, on va avoir la perte due à la réglementation RGPD. On a aussi les adblockers et tout ce qui est blocage natif sur les navigateurs. Donc, on voit qu'en fait, en proportion, si on ne s'équipe pas sérieusement par rapport à un tracking du coup plus respectueux des utilisateurs, en fait, on ne voit plus rien. On ne va plus être capable de d'avoir une mesure suffisante de notre audience web pour comprendre véritablement ce qui se passe et donc pour prendre de bonnes décisions au quotidien. Tu peux passer si tu veux. Et donc, de manière assez rapide, avec Intuiti, on a défini trois piliers qui sont vraiment les fondements du tracking pour 2024 et les années qui vont suivre. Le premier de ces piliers, c'est le tracking server-side. Ça aussi, c'est un mot qui fait un peu peur parce que ça paraît très technique, mais en fait, aujourd'hui, il y a des acteurs en France qui sont montés et qui permettent de faciliter l'implémentation de ce type de solution. Et en gros, l'idée, c'est que on va stocker les données nous-mêmes au lieu de les confier à des acteurs tiers comme Google pour du coup être RGPD compliant, c'est-à-dire qu'on va mieux protéger les données utilisateurs et en fait dans un second temps on va les envoyer à nos partenaires. Donc typiquement Google Ads, on peut lui indiquer telle personne a fait une conversion. Mais du coup, c'est pas Google Ads qui va lui mettre piocher l'information sur le site. Et en fait, cette différence, elle est fondamentale parce que elle permet de passer d'abord par le consentement utilisateur. Et donc, ça, le gros avantage, c'est que ça permet de bypasser tout ce qui est ad blocker et blocage natif des navigateurs. Et le potentiel de regain de volume de données, il est énorme. Aujourd'hui, il est de 15 à 30%, mais en fait, demain, avec la fin de Google, enfin, la fin des cookies sur Google Chrome, potentiellement, il y a 30 à 45% de données supplémentaires à aller chercher. Donc, c'est hyper important. Autre chose, une nouvelle discipline, le consent rate optimization, donc l'optimisation du taux de consentement. Là, l'idée, c'est d'avoir la bannière de récolte, enfin la bannière cookie, donc pour récolter des consentements des utilisateurs qui soient aussi optimisés que possible. C'est-à-dire que l'utilisateur soit, entre guillemets, un peu obligé de se prononcer par rapport à cette bannière et d'essayer de favoriser le oui. Et donc là aussi, il y a un bon delta à aller chercher par rapport à certaines solutions qui sont sous-optimisées. Il y a 10 à 20% à aller chercher. Et enfin, pour aller encore plus loin que le consentement, il y a des nouvelles méthodes proposées par Google. Google Consentment, deuxième version, qui permet de modéliser les conversions qui n'ont pas été traquées. Donc l'idée, c'est que Google va quand même comprendre la manière dont se comportent les utilisateurs sur le site. Et du coup, si on va avoir avec ces deux méthodes un taux de tracking environ autour de 75%, bah potentiellement Google il peut réussir à nous ressortir 10 à 20% des conversions qui n'ont pas été traquées. Voilà. Donc c'est une méthode probabiliste. On n'est pas assuré de la véracité, mais en fait, ça fonctionne plutôt bien et ça permet notamment de mieux optimiser ensuite les campagnes d'acquisition
parce qu'on on les pilote au retour sur investissement, et donc forcément, ce delta de conversion, il nous permet de comprendre quelle campagne est la plus efficace. Dernière slide, si tu veux bien passer. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers. Et après, avec Intuiti, on a voulu aller un tout petit peu plus loin par rapport à tout ce qui est connaissance client. Parce qu'en fait, donc, ça a beaucoup bougé dans la data. Ça oblige les acteurs du web aujourd'hui à refondre leur écosystème web analytics. Mais en fait, voyons ça comme une opportunité et profitons-en pour aller encore plus loin sur justement l'exploitation des données propriétaires. Donc les données propriétaires, c'est ce qu'on appelle la zero party data ou la first party data. En gros, c'est ce que les utilisateurs acceptent de nous partager. Et en fait, c'est vos données les plus fiables et celles qui potentiellement ont le plus de valeur pour vous. La raison, c'est que, en fait, c'est des données qui vont se retrouver au niveau du CRM, de votre CMS, de votre ERP aussi potentiellement, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir en apprendre le plus sur vos clients. Et donc c'est ça qui va potentiellement nous permettre de mieux analyser les parcours clients et de segmenter vos clients. La segmentation client, c'est quelque chose qui est clé ensuite pour tout ce qui est activation digitale, parce que forcément, si on veut si on veut faire du retargeting, il vaut mieux faire du retargeting ciblé en fonction de la personne à qui on s'adresse, plutôt que de faire du retargeting de masse et de tout mélanger. Idem, si on veut faire du customer match, donc cibler des audiences similaires à un profil d'audience, à un profil de nos clients, il vaut mieux cibler, faire du customer match par rapport aux top clients, donc ceux qui ont les comportements les plus rentables pour nous. Et juste un use case par rapport à ça, on en discutait hier avec CWF. Eux, ils ont la problématique, et d'ailleurs ça permet de rebondir sur ce que disait Julien par rapport au besoin de générer de la marge rapidement. Eux, ils ont la problématique d'avoir beaucoup de clients, mais 60% du chiffre d'affaires est généré seulement par 22% de leurs clients. Et c'est ça en fait leur top client. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller étudier pour comprendre leur comportement, comprendre ce qui leur permet de passer, d'avoir ce comportement-là d'un point de vue business. Et ça a tout un intérêt parce que vu que cette cible a un panier moyen plus élevé, forcément ça va être rentable d'un point de vue logistique d'envoyer plus régulièrement des commandes à ce type de personnes par rapport à des petits clients qui vont faire des micro-commandes. Et donc, en fait, via la connaissance client, on peut véritablement mettre la donnée au service des performances business. Voilà, donc si vous voulez en reparler avec moi, n'hésitez pas. Merci. Merci. Il y a un temps prévu à la fin pour les questions, hein, si vous voulez commencer déjà à y réfléchir. N'hésitez pas à poser Olivier de questions techniques, il adore. Je prends la suite, du coup je vais tâcher d'être claire parce que j'ai pas dormi de la nuit à cause de la slide d'Olivier, donc ça va pas être évident. Là l'idée ce matin, moi, c'est de faire un petit focus sur ces nouveaux canaux qui émergent dans nos messageries privées. Tu peux avancer, Jean. Donc effectivement, vous avez déjà entendu sans doute ce terme de dark social, donc ça titille pas mal les marques parce qu'en fait c'est tout ce qui se passe dans nos messageries, tout ce qu'on va pas voir dans les fils d'actu, donc les gens qui se parlent en messagerie privée, sur WhatsApp, toutes ces choses qui se passent dans le cercle privé, mais qui est peu traquable, mais qui explose. Et donc Meta s'est intéressé à ça et sur le modèle de Telegram, que vous connaissez peut-être aussi, qui est une sorte de WhatsApp russe, on va dire, a développé en fait des canaux de diffusion qui sont des canaux un petit peu plus confidentiels. Donc sur Instagram, qu'on retrouve donc dans nos DM, messagerie privée, et sur WhatsApp plus récemment, la fin 2023, des canaux, je développe après, tu peux passer, où en fait tout le monde peut s'abonner. Ça peut être investi par des marques, des créateurs de contenu, des médias beaucoup qui les utilisent, puisque du coup là je parle en fait pour Instagram et WhatsApp, c'est un peu le même principe. C'est des canaux auxquels tout le monde peut s'abonner. La particularité, c'est c'est géré par un admin ou plusieurs admins, mais en tout cas c'est une communication qui est à sens unique, c'est-à-dire c'est très descendant. Les gens qui s'abonnent ne peuvent pas commenter, peuvent seulement micro-réagir, donc en gros réagir avec des emojis ou voter dans le cas d'un sondage, qui est le format qu'on voit là sur le channel WhatsApp de National Geographic. Donc ça a l'avantage de créer un rapport qui est
peu plus intime et un peu plus spontané. Pour les audiences, en fait, on est loin des algos, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de troll non plus, puisque pas de commentaires. Et en fait, on va chercher l'info directe, on la trouve sans être spammé dans tous les sens. Il y a des options sondages et vocaux, donc c'est ce que je disais, sinon c'est du texte, de la vidéo, voilà, des assets classiques. Et pas encore de publicité sur ces canaux-là, mais ça ne devrait pas tarder. C'est toujours le cas, hein, quand ils ont sorti les Reels, il n'y avait pas de publicité possible au départ, mais ça devrait venir. Tu peux passer. Donc, quelles sont les opportunités pour une marque, que ce soit sur les channels Insta ou WhatsApp? Alors, il y a des choses qui sont communes, c'est qu'effectivement, ça vous permet de fidéliser vos communautés en partageant de l'exclu, de l'actu chaude. Ça peut être utilisé un peu comme une newsletter, finalement. Ce que fait très bien un Hugo Décrypte, par exemple, qui chaque jour envoie un résumé des actus importantes en France et à l'international. Ça vous permet de collecter des insights avec le format sondage, notamment, qui peut être très fort, et il y a des exemples juste après que je vous montrerai. Sur Instagram, vous allez investir les messages privés de vos followers. En fait, sur Instagram, c'est un peu différent de WhatsApp. Sur Instagram, vos canaux, ils sont liés à votre compte Instagram. Donc, si vous allez dans la bio de Combini, par exemple, vous avez la liste des canaux, parce qu'ils peuvent avoir plusieurs canaux. Netflix le fait, par exemple, par série. Et donc, ça permet de segmenter ses messages en fonction de ses communautés. Et sur WhatsApp, c'est un petit peu plus différent. Il faut aller chercher dans un onglet qui s'appelle Actu. Il faut aller chercher le nom d'un homme politique, d'un média par exemple, etc. WhatsApp, c'est assez génial. Moi, j'y crois beaucoup parce que faut quand même avoir en tête que c'est une appli qui est hyper puissante et qui est plus puissante que Instagram en France, avec 39 millions de visiteurs uniques par mois. C'est une appli que tout le monde utilise aussi, toutes les générations. Donc la Gen Z, mais aussi nos grands-parents. Donc voilà, on a tous des groupes où il y a nos nièces, nos mamies, enfin voilà. Tout le monde maîtrise cette appli, donc il n'y a pas de barrière d'apprentissage. Donc voilà, c'est un outil que les audiences maîtrisent et connaissent déjà. Et effectivement, ça permet en tant que marque, par exemple, d'intégrer les conversations privées, puisque si on a un canal WhatsApp et qu'on descend des messages, les gens peuvent les repartager, eux, dans leurs conversations privées, familiaux, copains, etc. Donc c'est assez fort. Donc c'est tout nouveau, donc aujourd'hui il y a encore peu de marques qui ont investi ce canal WhatsApp. Pour l'instant, il y a beaucoup de médias, on voit beaucoup de politiciens, de créateurs de contenu. Mais il y a quelques marques, notamment dans le luxe, qui viennent d'ouvrir leur compte. Souvent, les marques de luxe sont assez avant-gardistes là-dessus. Mais pareil, j'ai mis des exemples après pour illustrer. Genre, voilà. Donc là, c'est pour... parce que du coup, voilà, vous vous dites encore des canaux à investir. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs moyens de prendre la parole sur ces canaux-là. Un Netflix, par exemple, est présent sur les deux, mais de manière différente. Donc sur Instagram, je le disais tout à l'heure, donc c'est dans la bio, on voit les canaux ici. Donc eux, ils en ont 5, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, 5. Donc un canal One Piece, donc c'est des séries, et à chaque fois, ça rassemble des fans de la série, évidemment, et dans lequel ils mettent des petits sondages. Vous êtes plutôt Team Luffy, Team Nami, donc c'est hyper interactif, ça marche bien. Et puis sur WhatsApp, c'est un petit peu différent, c'est un community management qui est très incarné, donc il parle à la première personne, avec un ton super décalé, et c'est général sur Netflix, c'est toutes les séries confondues, je veux dire, il n'y a pas plusieurs canaux, puisque pas possibilité de le faire. Ensuite, on a l'exemple de Combini, je crois. Ouais. Pareil, Combini, ils n'ont pas le même usage des deux canaux. Sur Instagram, ça s'appelle le crew, donc il y a un côté très vraiment micro-communauté de fans, et ils envoient des contenus très exclus, des petites vidéos qui vont être prises sur un festival par exemple, ou voilà, là ils mettaient guettez bien le feed de Combini vers minuit, on a une surprise pour vous, donc ça permet de faire du teasing aussi. Enfin, il y a vraiment ce côté exclusif, actu chaude qui marche bien, qui permet de nouer un lien un peu privilégié avec ses audiences. Et puis sur WhatsApp, c'est plus vraiment comme un média. Donc ils envoient les liens vers les nouveaux articles qui sortent. Côté luxe, il y a le cas de LVMH qui est assez intéressant sur Instagram, LV Circle. Et là, on voit en fait la possibilité d'avoir plusieurs administrateurs. Donc ils ont par exemple Pharrell Williams, qui est le directeur artistique de la maison, qui prend la parole directement, lui, dans le canal. Donc il y a un côté, encore une fois, il y a Pharrell Williams qui parle dans mes DM Insta, quoi. C'est assez ouf. Donc qui, voilà, là, met en exclu le nouveau son qu'il a fait pour le défilé, etc. Et puis des petites vidéos qu'on a l'impression d'être les seuls à recevoir, donc c'est un truc très fort. Et en face, donc ils sont pas encore sur WhatsApp pour le coup, mais j'ai trouvé Balmain qui a lancé la semaine dernière son channel WhatsApp, et qui fait partie des rares marques aujourd'hui à être présente sur le channel. Et là, c'est pareil, ils annoncent ce qu'ils vont faire de ce channel-là, donc des
les coulisses des défilés, des choses comme ça. Et enfin, pour vous mettre à l'aise, on peut aussi dupliquer les contenus si vous n'avez pas le temps d'avoir des prises de parole distinctes, puisque Mark Zuckerberg lui-même le fait. Donc ça veut dire qu'on a le droit. Non, mais voilà, en gros, lui, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram, c'est exactement les mêmes contenus qui sont diffusés. Donc c'est vraiment les updates sur les fonctionnalités des plateformes, etc. Voilà, en gros. Puis je vous invite à aller fouiller dans vos téléphones. Il y a évidemment plein d'autres exemples intéressants à aller regarder. Voilà. Merci. Alors moi je vais vous parler du commerce unifié. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc. En fait c'est pas du tout nouveau. C'est beaucoup moins fun que mode, mais à la fois tout a un lien en fait dans ce dont je vais vous parler là. En fait c'est pas du tout nouveau. Le terme commerce unifié il date de 2016 à peu près. Mais en fait on en parlait pour parler de l'omnicanalité maintenant. Donc je vais vous faire un petit résumé très rapide de voilà où on en est maintenant. En fait, avant, on parlait directement de façon très descendante, canal par canal, un consommateur devant le digital, un consommateur, on leur parle différemment quand on va dans un magasin physique. Après, on s'est dit, digital, physique, il y a quand même des liens, donc on va faire quelque chose de plus cross-canal, c'est-à-dire que tous les canaux sont présents et pardon, je suis peut-être devant. Tous les canaux sont présents, ils agissent en synergie les uns avec les autres pour accompagner le parcours client au mieux. Sauf que le parcours client, il change énormément, il change presque tous les jours parce que ce qu'on a vu avec Maud, c'est qu'il y a des communautés privées, donc comment on arrive à choper les gens dans les communautés privées, etc. Donc on est passé à l'omnicanal. L'omnicanalité, on en parle énormément. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Pas vraiment. C'est encore un petit peu compliqué. On y arrive assez bien à suivre ce parcours client avec des formats, avec de la communication, avec du marketing. Par contre, ce qui nous manque, et c'est pour ça que je vous parle de commerce unifié maintenant, c'est en fait la liaison entre tout ce qu'il y a, le back-end, tous les stocks. Parfois, je vais vous montrer dans la slide suivante, le service client aussi. Comment on arrive à relier tout ça ensemble? C'est pas si facile que ça. Donc comment on va faire justement pour que ce commerce il soit unifié et que tout parte du client et les synergies entre tous les canaux? Vas-y Jean. En fait, je vous prends un cas concret, tout simplement. Alice, 32 ans, elle recherche une poussette parce qu'elle est enceinte et donc elle se dit « Ok, je fais des recherches sur un produit, j'ai trouvé mon produit, je vais aller regarder sur la marque, sur le site de la marque, je vais aller chercher sur Instagram et sur des communautés justement un petit peu particulières ou sur les influenceurs ce qu'ils en pensent, des avis, je vais aller sur un site d'avis, etc. » Et puis elle se dit ok, là j'ai le message qu'il faut à tous mes points de contact, c'est ok, je vais aller en magasin puis je vais acheter ma poussette. Mais là, il n'y a pas de poussette. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parcours, on l'a bien suivi, on a bien mis le message où il fallait, mais par contre, en physique, ça ne suit pas. Donc, il n'y a pas de communication qui se passe. Et c'est là où il y a une différence entre l'omnicanalité, la communication, le marketing, le media planning, ça marche en temps réel, mais ça ne marche pas au niveau de la gestion des stocks. Les datas ne se parlent pas encore, au niveau des ventes et même des non-ventes. Pourquoi il n'y a pas de vente? Pourquoi, en fait, on ne va pas jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va passer justement de cette omnicanalité qu'on retrouve dans le marketing, etc., à la globalisation vraiment de tout? C'est grâce à la technologie. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est partout, dans tous les points de contact, dans tous les services, et elle va se développer de manière exponentielle. Il y a les NFT aussi on va permettre de crypter tout ça et de crypter ce parcours, etc. Le métaverse, puis aussi des API très techniques qu'on va pouvoir plugger les unes aux autres et donc qui vont rejoindre le marketing, les stocks, les ventes, le service client. On va pouvoir relier le back-end et tout le digital. Et puis aussi, on va pouvoir aider ça par ce que Nabil va vous en parler tout à l'heure, une meilleure compréhension en amont et en temps réel du parcours client.
comment, justement, grâce à des baromètres, grâce à des études, mais très rapides, vraiment très véloces, pour pouvoir transformer et justement, Julien le disait, faire un ROI beaucoup plus rapide. On va pouvoir les comprendre et grâce à la fresque de la connaissance client qu'on fait chez Intuiti. Ça va permettre les avantages de ce commerce en fait unifié qui dépasse en fait, c'est l'omnicanalité amplifiée, c'est vraiment de suivre en temps réel et d'interpréter toutes les interactions du client. Ça va pouvoir nous permettre, à nous, à vous, à votre marque, de vraiment réagir très très vite, de personnaliser. On personnalise déjà beaucoup les messages, mais là ça va être vraiment à tous les moments, parce qu'on se rend compte que depuis le Covid et depuis même 1 an ou 2, le commerce physique, il est très très fort parce qu'il y a justement cette relation client. Donc comment on va personnaliser du digital jusqu'au discours physique et comment on va faire tout ça dans les parcours. Ça permet d'être réactif et donc de transformer plus vite. Et puis ça permet d'être une marque qui fidélise et une marque qui donne envie d'acheter et d'y retourner, etc. Voilà. C'est bon. Et c'est tout pour moi. Merci. Alors, gros sujet 2024, la SGE. Donc, je pense que pour certains, c'est déjà un peu un terme familier, pour d'autres, moins. Donc, on va voir ce que c'est la SGE et comment ça peut impacter les performances, notamment sur le SEO. Donc, tu peux passer. Alors, la SGE, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le nouveau moteur de recherche de Google qui sera, en tout cas, il intégrera de l'intelligence artificielle qui générera des réponses assez automatiques. C'est un peu la réponse de Google face à la concurrence de ChatGPT. C'est déjà disponible aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. C'est pas encore disponible en Europe, mais ça devrait pas tarder dans les mois qui viennent à apparaître en France, etc. Donc comment ça va se concrétiser? En fait, on aura plusieurs scénarios possibles. Il y a déjà le premier scénario qui est d'avoir un bandeau qui s'affiche effectivement quand on fait une recherche sur Google, qui apparaît d'une manière plus ou moins large et qui est généré directement par intelligence artificielle. Et là, on retrouve plusieurs sources de liens. Google, en fait, met en avant les sources sur lesquelles il s'est basé pour générer ses réponses. Et donc, l'enjeu ici, ça va être d'apparaître dans ces sources pour générer du clic, parce qu'en fait, ce bandeau va apparaître après les annonces de recherche, mais au-dessus des résultats organiques, et donc ça va impacter les performances d'un point de vue SEO, parce qu'on sera beaucoup moins visible. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir un risque de 0 clic. Et le deuxième scénario possible, c'est que au lieu d'avoir un bandeau qui génère automatiquement, c'est juste un bouton qui est proposé par Google pour générer une réponse par intelligence artificielle, mais sinon la page de résultats, elle est ISO à aujourd'hui. Donc là, en fait, les performances, ça dépend du comportement des utilisateurs. On ne sait pas trop aujourd'hui comment un utilisateur, par exemple européen, français, va se comporter par rapport à un utilisateur américain. Et sûrement que plus on proposera des réponses générées par intelligence artificielle, plus ça va changer les comportements et plus les utilisateurs seront peut-être plus propices à utiliser ce mode de fonctionnement. Et le troisième scénario, ça représente un très faible pourcentage de mots-clés. En fait, il n'y a pas du tout de bouton ni de bandeau qui s'affiche. Ce serait vraiment un résultat tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, là, on n'aurait pas forcément d'impact sur les performances. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Effectivement, ça va chambouler nos manières de penser, ça va chambouler la manière dont les utilisateurs vont faire des recherches, parce qu'ils vont avoir accès à des recherches instantanées, des réponses directes. Ils ne seront pas forcément incités à cliquer sur des liens. Et donc l'enjeu, ça va être de comment tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité pour garantir des performances et en tout cas maintenir les résultats qui sont aujourd'hui pour les marques.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau moteur de recherche, c'est aussi une super opportunité pour les marques de mieux comprendre les besoins utilisateurs, parce que en fait, l'intelligence de Bard que Google utilise pour ce moteur de recherche-là, il est très puissant et en fait, en temps réel, il est capable d'analyser les besoins utilisateurs et d'adapter ses réponses. Donc, en termes d'analyse, c'est super pertinent pour les marques de voir comment on peut s'adapter et comment offrir une meilleure réponse pour ses clients. Donc, il y a trois grands piliers pour répondre à ces enjeux-là. Il faut bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus simplement répondre aux besoins des algorithmes Google. Il faut vraiment se mettre à la place des utilisateurs. Et c'est ce que Google met vraiment en avant. Pour lui, si on veut bien se classer sur les moteurs de recherche, il faut être capable de répondre aux besoins utilisateurs. Et donc, de ne pas forcément penser SEO. Il y aura toujours un enjeu très SEO là-dessus parce qu'il faut faire des performances. Donc, au-delà de l'aspect technique, j'en ai pas parlé ici, mais pour moi c'est assez primordial, le fait qu'un site doit être performant techniquement. Il faut vraiment réadapter un petit peu sa stratégie de mots-clés. Il faut aller sur les mots-clés sur lesquels on se sent vraiment pertinent d'en parler, sur lesquels on n'est plus, en tout cas, fiable, enfin en tout cas pertinent pour prendre la parole sur les sujets, et aller développer la longue traîne. Pourquoi pas aussi développer la partie conversationnelle en s'adressant directement aux utilisateurs, parce je ne peux pas développer tout ce que la GE fait, mais il y a un bouton qui permet d'aller un petit peu plus loin dans les recherches en posant des questions directement à Google par rapport à l'historique de la recherche. Et du coup, voilà, il faut vraiment réadapter sa stratégie. Au-delà du positionnement classique, parce que parfois il n'y aura pas forcément d'intelligence artificielle, il faut toujours viser le top 3, le top 1, enfin, en tout cas le top des recherches, mais il faut aussi se dire que pour apparaître dans le bandeau de la SGE, il faut viser les mots-clés qui sont le plus stratégiques pour nous et sur lesquels on est le plus pertinent pour prendre la parole. Comment ça va se manifester? Eh ben, il faut miser sur le contenu. Il faut créer du contenu qui soit utile, riche et pertinent, qui réponde aux besoins des utilisateurs, qui apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à ce que fait la concurrence. Et là, je vous renvoie, je ne sais pas si vous êtes familier avec les guidelines de Google qui sont les EEAT. C'est les nouvelles guidelines de Google qui décrit un petit peu comment mettre en valeur son contenu et comment faire en sorte d'être favorisé par Google. Donc ça, je ne le détaille pas là, mais on pourra en reparler si vous voulez détailler le sujet. L'autre point, c'est que effectivement, si on se met d'un point de vue utilisateur, il faut que le format du contenu soit agréable à lire, qu'il offre une bonne expérience et qu'on diversifie un petit peu les contenus via des images, des vidéos, de sorte que ça attire l'œil et qu'on a envie de continuer le parcours sur le site. Pour ça, il faut aussi intégrer des données structurées. C'est des schémas qu'on intègre dans le code source pour indiquer à Google qu'est-ce qui est contenu dans que comprend notre contenu. Et c'est des formats qui sont repris aujourd'hui dans Google sous format fonctionnalité SERP et qui peuvent être repris dans le bandeau de la SGE. Donc, d'où l'intérêt de vraiment intégrer ces formats un petit peu divers. Et bien sûr, il y a le côté aussi notoriété. Donc soigner sa notoriété sur le web, alors soit en faisant des partenariats avec d'autres sites, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui Google prend de plus en plus en compte la réputation sur les réseaux sociaux pour classer un site internet, et il les prend aussi en compte dans ses sources d'informations. Donc parfois quand on va faire une recherche, au lieu d'avoir un site web, on peut directement avoir le lien d'un réseau social. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et aussi, dans son contenu, c'est important de citer ses sources. Quand on parle de contenu un peu plus spécifique, on parle de chiffres, d'études, etc. Quand on n'est pas propriétaire de ces données, c'est important de citer ses sources pour prouver à Google d'où vient l'information et qu'on est vraiment fiable à ce sujet.
Donc voilà un petit peu comment réagir face à ce nouveau phénomène sur les moteurs de recherche. Si vous avez des questions, je serai disponible à la fin pour en parler. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour la publicité de la connaissance client de la fresque. Élue meilleure vendeuse de l'année là-dessus. Merci à Jean d'avoir fait une repasse sur les slides, en tout cas, d'avoir rendu tout ça tout propre à Jean entre D1. Merci Jean. Merci beaucoup Jean. Et pour info, quand je te demandais de passer les fresques, je fais ça. Ok. Les fresques. Là, les fresques et pages, pardon. Oui. Je suis un peu obsédé en ce moment, c'est mon dada. Donc je suis Nabil Talman, directeur d'études au sein de l'agence. Ça fait 20 ans que j'observe les utilisateurs, que je les interviewe, que j'analyse leur comportement et que je conseille les entreprises sur le fait de créer des expériences qui soient adaptées aux attentes. Et puis, suite à une question saugrenue de notre Julien Ferrand national, qui nous a demandé mais est-ce qu'il n'existerait pas une phase de la connaissance client? Eh bien non. Eh ben, on l'a faite, voilà. Alors les fresques, vous connaissez, hein, les fresques du climat, les fresques, il y en a des dizaines qui ont été créées récemment, et on se dit pourquoi pas la nôtre aussi sur un sujet qui m'intéresse évidemment, la connaissance client. Donc les fresques aujourd'hui, ça a pas mal d'avantages, mais ça a deux limites selon moi, c'est que alors ça pose un constat sans nécessairement apporter des solutions. Typiquement la fresque du climat, on vit tous sur la même planète avec des contraintes, et puis voilà, et puis c'est tout, et puis c'est une prise de conscience. Et puis c'est un discours qui est générique, on est tous concernés par la même chose. Il y a certaines fresques, au contraire, qui apportent des solutions. Donc, dans notre fresque à nous, on a essayé d'inclure des cartes solutions. Alors c'est le même principe, hein, il y a des visuels, il y a des cartes, il y a des étapes qu'on passe. Et là, c'était vraiment d'apporter quelque chose de personnalisé à l'entreprise qui va bénéficier de ce format-là. Et puis, c'est aussi montrer que la connaissance client, elle a un impact, c'est évidemment essentiel, sur l'expérience que vous allez donner à vos utilisateurs, à vos clients, à vos prospects, et donc par ricochet sur le business de l'entreprise, bien entendu. Il y a selon moi, quatre bénéfices liés au format. Ah oui, petite parenthèse, à l'agence, il y a 3 personnes qui ont été formées à l'animation de la fresque du climat. Donc on est en mesure d'animer et de faire prendre conscience aussi à tous ceux qui le souhaitent sur les enjeux qui nous concernent. Voilà, et c'est lié aussi au premier point qui est l'approche systémique. La fresque du climat, en effet, elle nous fait prendre du recul, elle nous montre un petit peu comment les choses sont liées entre elles. On parlait tout à l'heure en effet de commerce unifié, il y a plein de sources d'informations, il y a plein d'acteurs, il y a plein de parties prenantes qu'il faut prendre en compte parce que sinon il y a un moment donné où il va y avoir un caillou dans la chaussure et puis le parcours sera un petit peu rompu. Là on prend du recul, ce que moi j'appelle les externalités. Alors je pense que chez nous on trie un peu tous nos déchets, mais après voilà, on les met dans le bac jaune, dans le bac bleu et puis ça part quelque part. Et puis nous on pense qu'on a fait notre travail, mais derrière il y a d'autres acteurs qui vont traiter tout ça. Donc c'est des choses qui sont en dehors de l'activité propre d'une entreprise, et bien il faut le prendre en compte tout ça. C'est sûr que la fresque du climat, elle est totalement axée là-dessus. La fresque de la connaissance client, c'est aussi prendre du recul sur comprendre bien toutes les étapes de la relation où on est en contact avec l'utilisateur, on peut aller choper de la donnée qui vont aider à construire une meilleure expérience pour sa cible. Le deuxième aspect, c'est l'aspect collaboratif. Et évidemment, c'est cette fresque-là, mais comme plein d'autres ateliers, c'est une sorte de parenthèse, une parenthèse dans la vie quotidienne de l'entreprise, des personnes qui vont se retrouver à un moment donné, qui vont échanger entre eux. Alors je ne dis pas que les services vont se découvrir chez nous quand ils font un atelier fresque de la connaissance client, mais c'est se dire... peut-être apprendre que tel service recueille telle donnée et que moi aussi j'en ai par ici et que si on mixte les deux, on peut en sortir des éléments actionnables en tout cas et pertinents. Donc c'est vraiment cet aspect collaboratif, on est 6-8 autour de la table, plus les animateurs et animatrices de la fresque. Troisième élément, c'est les interactions qu'il y a et la personnalisation
qu'on va aboutir. C'est-à-dire qu'on va avoir des inputs de la part des participants, de la part de tel service, de la part de telle personne, et qui vont alimenter presque en live les conseils, les recommandations qu'on pourra faire aux participants en fonction de la situation précise du client. C'est ça aussi qui est important, c'est que ce qu'on va délivrer comme information, ça sera dédié à la situation particulière de l'entreprise, aux ressources qu'elle possède, à ce qu'elle a déjà mis en place comme protocole de collecte, et ce qui reste aussi à mettre en place demain pour une meilleure perception et connaissance de sa cible. Et puis enfin, ça reste ludique et ça reste visuel, alors c'est là-dedans. On a... alors merci aussi à Antège qui est à la créa et qui a massicoté la version 1.2 hier. Donc il y a presque une centaine de cartes tout, qu'on dégaine au fur et à mesure. En fait, alors chaque fresque ne sera pas concernée partout, bien sûr. On a essayé de prévoir un maximum de cartes. Puis depuis 20 ans que j'envoie des cartes, on a essayé d'imaginer pas mal de cartes. Mais on a aussi des cartes vierges qui permettront aux participants de poser leur diagnostic, de vraiment verbaliser ce qui est important pour eux. Et puis à nous, après, animateurs, de s'adapter, bien entendu, mais ça, c'est notre métier. Je ne vais pas vous lister toutes les étapes de l'atelier, mais en tout cas, ça a été formalisé, on a posé les choses, et il y a vraiment de l'interaction entre on va se mettre d'accord sur une trame, on va vous faire parler sur ce que vous faites déjà, ce que vous pourriez faire demain, on va définir une problématique, évidemment, parce que quand on va donner des recos, à la fin, il faut bien qu'on parte d'une hypothèse, et c'est ça qu'on essaie de résoudre. Ludique et visuel, d'accord, mais c'est pour travailler sur un problème que l'entreprise n'arrive pas à traquer. Donc on est là aussi pour aider. Et puis on propose des solutions, donc des protocoles de recueil de connaissances clients pour avancer et résoudre la problématique. On sélectionne, on trie, on réfléchit, et puis à la fin on met ça sur une matrice. Alors c'est une matrice assez classique, impact, facilité de mettre en place, et puis l'impact que ça a de faire telle ou telle solution. Et puis à quoi ça ressemble? Voilà. Alors, bien sûr, elles seront manipulables ici tout à l'heure. Et on a, grosso modo, vous voyez ici les touchpoints qui sont listés, des moments où on va mettre concrètement sur des cartes, là où on collecte déjà de la donnée, de différents types d'ailleurs, on définit des problématiques ici. Alors là il y en a deux, mais généralement on essaie de se concentrer sur une seule. Un problème à la fois, c'est déjà pas mal, parce qu'après on va partir dans plein de branches possibles. On définit des objectifs pour résoudre ces problématiques, et puis après on met en place certaines solutions et qu'on associe à des services particuliers d'entreprise. Encore une fois, on essaie de personnaliser et pour dire qui va faire quoi selon nous. Alors après, et puis pour s'adapter encore une fois aux ressources que vous possédez. Comme je vous disais, des fresques c'est très générique. Ce qu'on essaie de faire nous, c'est d'adapter encore une fois notre discours, les conseils à ce que l'entreprise vit, pour que ça soit pertinent et utilisable. C'est ça, c'est pas un cours théorique sur la connaissance client, c'est comment vous, demain, vous allez exploiter cette thématique-là pour créer une meilleure expérience et donc que votre business en profite évidemment. Et je vais m'arrêter là avant de dépasser les 8 minutes. Mais à votre dispo, si vous avez des questions, vous avez des questions.